Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque au lieu de recevoir une personne avec qui je suis complètement en accord pour disserter et débattre d'un sujet commun, je reçois quelqu'un qui vient me parler d'un sujet qui me laisse en général très sceptique, qui est en effet tout ce qui tourne autour de l'holacratie et de l'entreprise libérée. Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Pinault, fondateur d'entreprises telles que Blogspirit, Talkspirit et aujourd'hui Holaspirit. On va donc parler de ce qu'on appelle l'entreprise libérée, l'holacratie, mais derrière ça, plus globalement parlant, de l'agilité à l'échelle de l'entreprise et pas seulement uniquement des équipes de développement ou des équipes projet. On se retrouve tout de suite. Philippe, tu es un entrepreneur du web. Quand je t'ai connu, tu venais de lancer Talkspirit. Ensuite, il y a eu Blogspirit et maintenant Holaspirit. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ton cheminement d'entrepreneur qui, à mon avis, est très utile de comprendre pour comprendre ce qui t'a emmené ensuite à aller plus loin et à, je dirais, innover à la fois dans ton organisation et dans tes produits? Merci Bertrand. Je suis effectivement, je suis heureux de partager cette expérience avec vous. Moi, mon histoire, c'est en 98 qu'elle a démarré dans le web avec une boutique en ligne. J'étais alors étudiant à l'école des mines à Alès. Et puis avec l'actuel CTO avec qui on a construit cette belle aventure depuis maintenant 20 ans. On a commencé effectivement en 2004 avec les blogs, Blogspirit, et donc ce début de ce qu'a été le web 2.0, ce web participatif, ce web conversationnel. Cette révolution dans les usages, parce que pour une fois, le grand public pouvait finalement, de façon très simple et non technique, écrire et engager avec une communauté autour de ses passions et ses centres d'intérêt. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure, avant même l'apparition des réseaux sociaux, alors Facebook évidemment, mais plus tard d'autres réseaux sociaux et d'autres formes de publication. Et des blogs sont nés un peu plus tard les réseaux sociaux d'entreprise, Talkspirit, qui est venu en fait assez naturellement à la demande de nos clients, pour venir mettre en place ces forums, ces espaces de conversation, ces espaces de partage, cette nouvelle façon de communiquer en interne dans les organisations. Et puis, je travaille depuis maintenant une dizaine d'années dans ce domaine passionnant de la transformation des usages, de la communication, de la collaboration avec Talkspirit. Donc. Et plus récemment, il y a maintenant 4-5 ans, j'ai fait une découverte avec une méthodologie qui s'appelle Holacracy, qui vient en fait amener de l'agilité dans ce qu'on appelle la gouvernance des organisations, dit plus simplement ce qui décrit le modèle de fonctionnement et la façon dont l'organisation prend ses décisions. Et j'ai eu envie d'accompagner par un outil, et donc Holaspirit, cette transformation managériale, cette transformation des entreprises que nous voyons plus récemment sous cet angle-là, sous l'angle du design et de la gouvernance. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à prendre ce virage? Parce que tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise. À un moment, c'est plus qu'une nouvelle idée de produit que tu as eue. C'est un peu casser tous les fondamentaux, toutes les certitudes que tu avais en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, pour déjà transformer ton entreprise existante. Et derrière, ça t'a même donné l'idée de créer une nouvelle entreprise et un nouveau produit. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, c'est pas une amélioration, c'est un reboot total de ta boîte que tu as fait? Oui, en fait, c'est évidemment très lié à ce qu'est cette expérience d'entrepreneur, cette aventure entrepreneuriale. Comme tu l'as compris, j'ai toujours travaillé dans une entreprise, enfin dans mon entreprise, et donc j'ai fait beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de conneries, parce que on vit cette expérience de l'entreprise, et une entreprise, c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut t'enseigner je dirais dans les études. Et lorsque nous étions une trentaine en 2010-2011, j'ai rencontré, je pense, les difficultés assez classiques d'un entrepreneur qui se retrouve projeté un peu à la tête de cette entreprise qui devient quand même déjà assez complexe à cette taille, 30. Et ça fonctionnait plus bien. En tout cas, ça a amené beaucoup de problématiques, pas mal de turnover également, et donc une profonde remise en question et une recherche d'une autre façon de faire grandir mon entreprise. Et je pense que les rencontres sont jamais le fruit totalement du hasard, et
lorsque en 2014, je lis que Zappos, cette filiale d'Amazon, se lance sur Holacracy à l'échelle avec 1500 collaborateurs qui passent sur ce nouveau modèle de management, bah, ça pique un peu ma curiosité. Et comme je pense être quelqu'un plutôt du côté des outils, avec je dirais moi, je suis ingénieur de formation, donc voilà, l'outillage, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et donc, j'ai investi un peu dans la découverte de cette méthodologie et j'ai eu envie, en fait, de la mettre en place sur TalkSpirit. Au moment, alors TalkSpirit, à l'époque, c'était une quinzaine de collaborateurs. Et au moment où on faisait effectivement ce reboot pour pouvoir repositionner notre offre, et on a mis en place cette nouvelle méthode de gouvernance. D'accord. Et ça s'est passé comment la maturation, j'ai envie de dire l'accouchement, ça a été long, ça s'est fait dans le consensus, il a fallu que tu convainques. Comment s'est passé ce virage? Bah, je pense que dans une transformation de cette nature, et je pense que tu es très bien placé aussi pour le savoir, il faut que le dirigeant il ait ce déclic, il ait cette conviction qu'il y a une autre façon, qu'il y a une autre façon de faire, qu'il y a voilà, une autre façon d'organiser le travail, d'organiser la façon de prendre des décisions dans l'entreprise. Et j'avais en fait profondément envie de développer l'entreprise autrement que le chef qui crée son petit comité de direction, puis qui ensuite installe ses managers, puis installe leurs équipes. Enfin, je ressentais en fait les limites de ce modèle-là. Et donc, Holacracy m'a donné l'occasion d'amener un outillage pour basculer finalement l'entreprise dans de nouvelles pratiques, une nouvelle approche du travail, et dans un esprit en fait qui, je pense, me correspond bien. C'est-à-dire l'idée de dire chacun peut être un entrepreneur dans ses rôles dans l'entreprise, et pourvu qu'il y ait un petit peu de cadre et de méthode, eh ben, on doit pouvoir construire une entreprise de façon cohérente et performante, sans pour autant avoir un chef comme on l'a dans une organisation un peu traditionnelle. Alors justement, pour tous ceux qui ne sont pas tellement au fait de ce genre de choses et de concepts, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots les grands concepts et je dirais les principes de base de l'holacratie et comment ça s'exprime, comment ça se met en œuvre au quotidien dans ton entreprise aujourd'hui? Bah, de façon très simple, une organisation traditionnelle, on sait tous à quoi ça ressemble, on sait tous dessiner une organisation traditionnelle. En fait, elle représente généralement cette pyramide avec ces liens de subordination qui existent entre les personnes. Donc, on a des personnes qui sont sur, on a des personnes qui sont sous, et la personne décide par rapport à ce qu'est sa position dans cet organigramme. Et puis, celui qui est tout en haut, il a la capacité de prendre toute décision sur tout sujet dans l'organisation. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, ces organisations, elles sont globalement assez lentes, assez peu performantes, et elles s'adaptent peu en fait à la complexité et à la nécessité de trouver rapidement des solutions. Alors, bien sûr, il y a l'organisation théorique telle qu'elle est représentée de cette façon-là, puis ensuite il y a le réel. Et généralement, le réel dans les organisations ressemble plus tout à fait à ce qu'est l'approche ou le modèle théorique que l'on a pu dessiner sur un bout de papier. Et il y a quelques années, des entrepreneurs, d'ailleurs c'est chez un éditeur de logiciels qu'est née la méthodologie, des gens se sont dit il y a d'autres façons de pouvoir représenter cette organisation et qui nous ont amené à regarder d'abord ce qu'est la finalité de l'organisation, c'est-à-dire sa raison d'être, et de quoi a besoin l'organisation pour pouvoir accomplir cette raison d'être. Donc ils se sont dit finalement pour pouvoir faire cette organisation on a besoin de telle fonction, de tel rôle, etc. Et ils ont décrit d'abord le comment. Comment est-ce qu'on peut venir finalement réaliser ce projet collectif avant de se poser la question de qui on a besoin pour pouvoir réaliser le projet. Et donc l'holacratie permet de passer sur un design d'une organisation représentée au travers de cercles et de rôles. Donc chaque rôle est une mission, est une fonction à accomplir au service d'un tout plus grand que l'on appelle le cercle, mais qui est globalement une équipe, qui lui-même participe à ce qu'est l'organisation, le cercle principal. Et on vient en fait définir de quoi avons-nous besoin, puis ensuite qui a le meilleur fit pour pouvoir remplir les différentes fonctions. Et pour conclure, là où dans une organisation traditionnelle, une personne a généralement une job desk et est un peu finalement coincée dans un endroit de l'organisation en fonction de l'organigramme de son chef, et puis finalement elle est un peu là, figée dans une position. Holacracy permet en fait de créer de la mobilité puisque la personne elle peut offrir ses compétences et ses talents à différents endroits, dans les différents rôles pour lesquels on pense qu'elle a le meilleur fit pour pouvoir être la personne à positionner. Voilà. Et donc, dans cette entreprise-là et dans mon entreprise, aujourd'hui, chacun a plusieurs rôles, 6-7 rôles, décrits sur un logiciel qui permet de mettre de la transparence, de la clarté sur le qui fait quoi, et dans une logique évolutive, parce que finalement, l'organisation, c'est un peu comme une espèce vivante, ça vit, ça évolue, ça se modifie, ça s'adapte.
et le logiciel vient capturer finalement ces évolutions qui sont continues. C'est c'est assez en phase avec toute la mode, dans le bon sens du terme, qu'on a sur l'agilité en ce moment. Tes rôles, c'est un peu des user stories et on s'adapte en permanence aux besoins en fait. C'est exactement ça en fait. Je pense qu'il y a, enfin, enfin, pour moi, l'agile en fait, c'est trois grandes composantes. C'est une composante de transparence, de compréhension, on vient en fait partager une situation pour permettre finalement à chacun de pouvoir se synchroniser en comprenant ce qui se passe. Et les organisations traditionnelles, elles sont tout sauf quelque chose de clair aujourd'hui. C'est très confus. Et d'ailleurs, on compense cette confusion par de la politique, par des jeux de pouvoir, par tout sauf quelque chose qui sert véritablement l'organisation dans ce qui est sa raison d'être ou sa finalité. Donc la transparence. Le deuxième élément, c'est l'approche itérative. Je trouve que dans ces méthodologies, on retrouve de la manière que l'on va l'avoir chez Scrum, cette idée que bah, c'est un processus sans fin et on améliore en continu finalement la démarche. Et puis, c'est troisième dimension, quelque chose, une méthode qui est très collaborative. C'est plus l'utilisateur tout seul, c'est l'utilisateur au sein d'une équipe avec un travail qui est beaucoup plus distribué, partagé, avec un rôle, enfin, ou des rôles à remplir par les différentes équipes. Et donc, ces méthodes, elles mettent en place, finalement, elles mettent en avant ces dimensions-là dans un domaine qui est la gouvernance, qui jusqu'à présent était tout sauf ni transparent, ni itératif, et encore moins collaboratif. Donc, Alors justement, tu parles de gouvernance. Je vais quand même me faire l'avocat du diable. Tu sais que on parle alors holacratie, entreprise agile, etc. C'est des concepts, c'est des idées qui ont aussi leurs opposants. Et d'ailleurs, on a eu des exemples. Tu citais Zappos tout à l'heure. Ça n'a pas été forcément toujours une réussite. Et il y a des entreprises qui se sont aventurées sur ce terrain où, a posteriori, derrière les effets d'annonce et de marketing, on s'est rendu compte que derrière, ça avait un peu coincé et que certaines d'ailleurs avaient eu du mal de s'en remettre. Comment se passe dans ce genre d'organisation typiquement la prise de décision? J'ai tendance à penser que quand tout le monde devient responsable, plus personne ne l'est. Et que l'intérêt, ça n'a qu'un seul intérêt. Tu parlais de la hiérarchie. Pour moi, la hiérarchie, ça n'est pas la manière dont on travaille. Tout le monde le sait. Le travail, il se fait en réseau, il se fait en transverse. Le seul intérêt de la hiérarchie, c'est à un moment de savoir qui est responsable. Et donc, toi, en termes de responsabilité de décision, comment ça fonctionne? mais en fait, dans un système qui est plus agile, qui est plus libéré, on va dire, quand on parle d'entreprise libérée, d'ailleurs, de quoi parle-t-on? On parle d'une entreprise qui libère le potentiel, qui crée, qui met en place un environnement, un cadre, qui permet à chacun finalement d'offrir ce qu'il a de meilleur pour l'organisation, au sein de son équipe, au sein du projet pour lequel il est venu à un moment candidater, puis pour lequel il a été recruté. Et je pense ce qui intéresse aujourd'hui tous les entrepreneurs, c'est que ce potentiel puisse s'exprimer tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et donc, avec ces outillages-là, ces méthodologies, on vient simplement créer le cadre qui permet finalement à chacun de s'exprimer. Et l'idée, en fait, à la base d'Holacracy, c'est de créer un cadre qui donne de l'autonomie, décrive des périmètres de responsabilité, crée finalement du leadership, mais dans des domaines et dans des rôles qui sont parfaitement décrits. Donc, le fait de dire tout le monde est chef, oui, mais tout le monde est chef de périmètres qui sont décrits. Et donc, c'est ça, en fait, que permet la méthodologie, c'est d'inscrire cette réalité-là pour pouvoir permettre à chacun d'identifier justement qui a la responsabilité sans avoir nécessairement besoin de remonter une chaîne hiérarchique dont on sait qu'elle peut être parfois très lente dans la prise de décision. Oui, tu me fais penser à une illustration que j'utilise souvent, même si je suis toujours un peu méfiant quand on parle de trop libéré ou trop, parce qu'il y a aussi des approches qui sont parfois un peu trop idéalistes, à mon avis, derrière. Mais la manière dont toi tu le présentes, là je suis d'accord, c'est un peu de dire, c'est comme quand on construit une maison, l'important c'est les murs porteurs, et on se concentre sur les murs porteurs, et après au milieu on donne énormément de liberté aux gens, parce que de toute façon, ce qui doit être sécurisé l'est, et à partir de ce moment-là, on peut leur permettre de laisser cours à leur créativité, à leurs envies, à leur sens de l'initiative, parce qu'ils ne peuvent faire que du bien vu qu'ils peuvent rien casser. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On crée, voilà, on met en place toute l'architecture, le cadre qui va permettre finalement à chacun de pouvoir être plus performant au niveau individuel, au niveau collectif, quoi. Donc, c'est aussi un principe
je dirais, enfin, qui permet de mettre plus de confiance. Tu vois, la confiance, elle se nourrit de la transparence. Elle a besoin de cet outillage-là pour permettre de fonctionner correctement et à l'échelle dans l'organisation. Et donc, ces méthodes, elles viennent en support de tout ça. C'est important ce que tu dis, la notion d'échelle. Aujourd'hui, alors, l'agile est très populaire, on le met à toutes les sauces. Et on en connaît, on en comprend l'intérêt et les bienfaits. Moi, je constate un problème d'un autre côté qui se traduit d'ailleurs à la fin un problème d'expérience salariée parce qu'on a des collaborateurs qui se retrouvent un pied sur deux plaques tectoniques et qui savent plus trop où ils sont. Quand vous avez des équipes sur le terrain qui sont agiles, donc avec des sprints, des stand-up tous les matins, avec des sprints d'une semaine, 2 semaines, et puis à un moment, il y a quelque chose qui bloque. Il faut un avis, une approbation, une décision stratégique, et là, il faut remonter pour débloquer le problème, apporter. Et par contre, au niveau d'au-dessus, on ne réfléchit pas à la semaine, on est plutôt sur des cycles de meetings et de réflexions qui sont au mois. Et puis des fois, il faut même remonter au-dessus. Alors là, on est sur des horizons qui sont à des trimestres et on a des gens à qui on demande d'aller très vite sur le terrain et qui sont coincés parce qu'ils dépendent de gens qui ont des cycles qui sont de l'ordre du trimestre. Donc là, la question de l'agile à l'échelle, effectivement, et moi en plus je recherche aujourd'hui des cas justement d'entreprises qui ont été agiles, qui ont fait remonter l'agilité jusqu'en haut. C'est-à-dire pour moi, l'agilité, ça peut potentiellement aller jusqu'au COMEX, jusqu'au CODIR. Il n'y a pas de raison que les supports, que les RH ne soient pas agiles. Il n'y a pas de raison que le marketing ne soit pas agile. Et voilà, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est justement cette logique d'agilité à l'échelle. Aujourd'hui, pour embarquer tes collaborateurs là-dedans, parce qu'on le sait, tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'est pas forcément demandeur. Comment quand même tu as fait pour les embarquer et demain et aujourd'hui d'ailleurs quand tu recrutes, comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que il y a des collaborateurs qui se sentent pas à l'aise avec le modèle? Est-ce que ça fait partie des je pense des critères de recrutement, mais aussi à un moment des choses qui pour un collaborateur peuvent être soit un facteur d'attractivité, soit repoussoir? Oui, alors aujourd'hui, en fait, la démarche initiale est passée par de la formation, du coaching, pour expliquer en fait ce qui change et comment ça se concrétise finalement dans ce qu'est le quotidien et le travail de chacun. Alors, bonne nouvelle, le travail que tu avais reste le travail que tu as. Mais par contre, la posture, l'état d'esprit, la façon d'aborder certaines problématiques est amené à changer. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais peut-être plus naturellement demander quelque part à ton responsable d'équipe, etc., la méthodologie t'amène à davantage prendre conscience du périmètre dans lequel finalement tu peux être responsable et prendre un certain nombre de décisions. Alors, si on a, évidemment, je dirais sur le papier, tout ça paraît très simple et ensuite on sait tous qu'il y a la réalité, les parcours, les backgrounds, voilà, l'envie ou l'intérêt de chacun d'être finalement voilà, plus autonome ou plus leader dans sa démarche. Aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même globalement dire qu'on a une sensibilité particulière à ce que les gens qui nous rejoignent s'inscrivent dans cet esprit entrepreneurial. J'aime bien moi, travailler avec des personnes qui nous rejoignent et qui ont ce mindset-là. Et puis on verra au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, parce qu'on a encore une PME, comment est-ce que tout ça passe à l'échelle et comment est-ce qu'on arrive finalement à en faire un levier et aussi un atout d'attractivité un facteur d'attractivité pour les candidats qui rejoindront notre groupe. Avant d'aller plus en détail sur Ola Spirit, ce que ça fait justement et ce que tu fais avec tes clients et avec Ola Spirit, juste une dernière question, parce que quand on parle justement d'holacratie, d'entreprises libérées dans les grands totems et peut-être les choses qui ont pu desservir le concept à une époque, c'est la fin des managers, c'est des choses comme ça, et on sait que demain les managers disparaîtront pas, ou en tout cas on a toujours besoin de managers. Le problème, c'est qu'on n'a plus besoin des mêmes qu'avant. Mais toi, comment tu vois que ça se traduit? Il y a encore des managers dans ton entreprise? Il y en a moins? Il y en a autant, mais ils font des choses différentes? La fonction managériale, elle reste évidemment utile parce que, comme tu l'as dit, c'est plus le même type de management. C'est un management qui accompagne, qui coach, qui fait grandir, qui permet de monter en compétence des équipes, qui permet d'animer des équipes également. Et tout ça, ce sont des rôles qui restent évidemment utiles.
il y a eu beaucoup d'incompréhension dans Holacracy, comme il y en a certainement eu à la même époque avec Scrum, quand cette méthode s'est mise en place dans les équipes projet, qu'on est venu démonter le modèle en V pour amener un modèle un petit peu différent. C'est exactement la même histoire. Donc derrière, je pense que, comment dirais-je, la méthode, elle fournit ce cadre de travail qui permet d'avoir une nouvelle approche de ce qu'est mon rapport au travail, mon rapport à mes rôles, mon rapport à l'organisation. Et le manager, il reste là pour faire grandir son équipe, accompagner ce changement d'état d'esprit, ce changement de posture. Évidemment, ça suppose que lui-même soit en affinité avec finalement cette nouvelle réalité d'entreprise et d'entreprise agile à l'échelle. Alors donc, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu as transformé Talkspirit, tu as découvert Holacracy, tu l'as implémenté, et forcément, ça demande un outillage. L'outil ne transforme pas une organisation, mais quand une organisation se transforme, elle a besoin des outils qui permettent de faire vivre ce qu'elle veut être, et non pas d'essayer d'entrer dans des cases d'outils qui étaient faits pour faire vivre des entreprises d'un ancien modèle. Donc tu as créé Holaspirit, qui était simplement l'éditeur de logiciels qui fournit la solution qui permet de matérialiser en fait ce que tu as fait chez Talkspirit. Si je fais un peu le raccourci. Donc aujourd'hui, Holaspirit, ça s'adresse à quel type d'entreprise, quels sont tes clients et d'où ça vient, d'où vient la demande? C'est des demandes de direction générale, c'est des demandes d'illuminés qui ont vu la lumière quelque part dans une business unit. Ça intéresse qui et comment ça se met en œuvre? Oui, écoute, Holaspirit, c'est effectivement un outil, c'est une plateforme qui permet en fait de dessiner cette nouvelle entreprise sous cette forme holarchique dont je parlais, décrite au travers de ses rôles, de ses cercles, de ses fonctions, qui permet du coup d'inscrire cette réalité d'une personne qui peut remplir différentes casquettes dans l'organisation. Et c'est également une plateforme qui vient connecter cette logique de rôle et cette nouvelle gouvernance avec la réalité des opérations, c'est-à-dire ce que font les gens dans l'entreprise en projet, en action, en objectif et key results, qui est également une méthode que nous avons implémentée. Et donc, comment est né le besoin? Tout simplement, la méthodologie Holacracy suppose un outillage qui vient permettre de mettre cette transparence et cette clarté sur les rôles. Il n'y avait pas d'outils ou peu d'outils il y a encore 5-6 ans. Il n'y a pas beaucoup de solutions. On s'est dit qu'il y avait une opportunité de s'outiller nous-mêmes sur cette méthodologie. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, tous ceux qui étaient dans cette mouvance d'entreprises libérées avec cette approche méthodologique, alors on a beaucoup parlé d'holacratie, il faut quand même souligner qu'il y a aussi beaucoup de sociocratie, et puis toutes ces méthodes qui s'inspirent de celles-ci et qui adaptent à leur contexte et font de leur propre façon, mais en reprenant les grands principes que je mentionnais tout à l'heure. Et ces entreprises sont venues naturellement taper à notre porte pour venir mettre en pratique et rendre visible, mettre quelque chose de plus concret sur le déploiement de cette méthode dans leur contexte. Donc c'est comme ça qu'est née la démarche. Ouais, parce que tu faisais le lien avec des choses, donc voilà, Holacracy, ça peut sembler très nébuleux pour beaucoup de monde, mais tu l'as déjà lié à des choses qu'on connaît, qui sont l'agilité. Effectivement, les OKR, qui sont quelque chose que je trouve sont trop méconnus encore dans les entreprises aujourd'hui, qui est simplement une méthode et une approche pour aligner les objectifs d'une entreprise, d'une équipe dans l'entreprise et des individus au sein de l'entreprise, d'aligner les objectifs et de les matérialiser en termes de résultats concrets pour qu'on sache quand c'est atteint et quand c'est pas atteint, ce qui correspond à ta logique de cercle. Oui, en fait, derrière l'idée des objectifs, des OKR, je pense que ce qui est intéressant, c'est de créer cet alignement parce que en créant beaucoup de liberté, les méthodes en fait responsabilisent, créent de l'autonomie, enfin en tout cas donnent des possibilités. Et donc se pose ensuite la question de ok, mais où est-ce que je mets mes priorités? Sur quoi je travaille? Puisque je n'ai plus quelque part un chef qui vient me dire ce que j'ai à faire, je suis davantage responsabilisé dans ma prise de décision sur les différents projets que je peux considérer à un instant T donné. Et donc ces OKR viennent en fait permettre de créer de l'alignement et du focus sur qu'est-ce qui est important pour mon équipe, elle-même qui dépend d'une équipe plus grande, et avec finalement, in fine, les enjeux et les grands objectifs de l'entreprise. Et cette méthode, effectivement, mérite d'être davantage connue. Et il se trouve que sur Holaspirit, qui n'est pas qu'une plateforme en support d'une méthodologie, c'est une plateforme qui vise à être le support d'une démarche agile à l'échelle de l'organisation. Et donc, on est le support de différentes méthodos, comme Scrum,
comme OKR, enfin qui est une méthodologie, et qui vise en fait à aider les équipes à travailler d'une autre façon, d'une façon plus agile, et le faire, je dirais, en cohérence avec l'ensemble des équipes et à l'échelle de l'organisation tout entière. Oui, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers avec OKR, c'est pas un gadget qui est sorti de la tête de quelqu'un récemment pour faire un truc à la mode. Ça tourne chez Intel depuis les années 70 ou 80. Je crois que ça tourne chez Google. Enfin c'est pas... et il y a des grandes entreprises qui les utilisent aujourd'hui. Je pense une boîte en France comme Ubisoft, qui a été, je pense, une des premières. C'est pas un truc qui est sorti du chapeau de quelqu'un pour dire on va faire un truc à la mode. C'est ancien, ça a fait ses preuves. Mais alors pour en revenir justement aujourd'hui à la Spirit, aujourd'hui tu travailles pour quel type de client et à l'initiative de quel type de décideur? Alors aujourd'hui, Ola Spirit est déjà très international puisque nous avons plus de 500 clients dans une trentaine de pays, principalement je dirais déjà de belles PME jusqu'à de grandes entreprises qui mettent en place, alors pas nécessairement à l'échelle, mais parfois souvent dans des équipes, donc à un niveau pilote, ces nouvelles approches de management. Nous sommes particulièrement présents aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, avec tout un réseau de partenaires qui accompagnent ces transformations managériales et ce nouveau design d'entreprise. Et nos interlocuteurs, ils peuvent être assez variés. Alors, plus on va être dans la petite entreprise, plus ça va être, je dirais, une décision évidemment du dirigeant qui se dit j'ai envie d'une autre façon pour faire grandir mon entreprise. Plus on va monter dans des effectifs importants, plus ce sera, je dirais, à l'échelle comment dirais-je, soit d'une équipe RH, d'agilistes qui sont souvent à proximité de l'IT, ou alors un métier qui peut être, je dirais, celui qui vient mettre en place cette méthodologie à son niveau. Quand on a la chance d'avoir un mandat au niveau du dirigeant d'entreprise, alors on peut faire des déploiements qui vont au-delà de 1000-1500 personnes. Et c'est notamment ce qu'on expérimente aujourd'hui avec des entreprises qui, dans le secteur bancaire par exemple, utilisent notre plateforme à plus de 1000 collaborateurs. Et c'est pas compliqué, là je pense à tes clients, quand l'holacratie se développe dans un îlot, dans une entreprise, alors après l'îlot il peut être plus ou moins grand, mais c'est pas compliqué d'être le patron d'une BU qui décide par exemple de passer à l'holacratie quand le reste de l'entreprise n'y est pas. Ça frotte pas quand même à la jonction? De toute façon, toute démarche démarre à un endroit donné dans l'organisation avant de se déployer et en ayant, si possible, fait ses preuves sur sa performance et son efficacité. Donc, c'est une démarche assez naturelle pour introduire ces nouvelles méthodologies. Maintenant, clairement, lorsque l'équipe plus l'équipe va avoir des interactions avec le reste de l'entreprise et dans un reste d'entreprise qui travaille sur d'autres approches, plus ça va être difficile. Lorsque l'équipe est quand même globalement assez isolée au sens protégé du reste de son environnement, c'est assez facile finalement puisque ça ne concerne que l'intérieur de cette équipe ou de ce département. Alors moi ce que j'aime bien c'est que quand je regarde tu as eu de la suite dans les idées quand même parce que tu as démarré donc tu l'as dit avec Blog Spirit où tu générais des interactions avec le grand public et les clients pour des marques. Ensuite, tu as importé ça à l'intérieur de l'entreprise en se disant mais ces interactions, elles peuvent aussi se passer avec les mêmes bénéfices entre l'entreprise et les collaborateurs. Et entre les collaborateurs, ça a donné donc Talkspirit. Mais là, c'était la manière dont on travaille ensemble. Ensuite, donc, Ola Spirit, on en a déjà beaucoup parlé, qui est la manière dont on s'organise, dont on organise l'entreprise ensemble, qui est encore le niveau supérieur. Mais en fait, il y a de la suite dans les idées et tout est lié parce que j'imagine qu'on ne peut pas travailler dans la holacratie sans avoir les outils collaboratifs qui correspondent à ça. Et là-dessus, encore une fois, avec Talk, tu as été un des précurseurs. À l'époque, on était quelques-uns sur le marché. J'étais chez les concurrents d'ailleurs, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, profitons qu'on est ensemble. Est-ce que maintenant le marché du réseau social d'entreprise, il est né sans porter ce nom-là d'ailleurs en 2005, parce que 2005, on connaissait même pas Facebook en France, donc l'appellation réseau social est arrivée que plus tard. Mais est-ce que tu peux me dire là sur maintenant c'est un marché qui est quand même mûr, la manière dont tu l'as vu grandir, mais surtout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il est enfin devenu un outil de travail ou est-ce qu'on est encore resté coincé à la machine à café?
Merci de me poser la question. C'est effectivement, on a vu en fait naître cette plateforme qui était au démarrage en fait rien de plus qu'un forum, un espace de conversation, de connexion, de bavardage, souvent éloigné en fait de ce que sont les enjeux de travail et les projets qui rythment notre quotidien. Et on a vu muter ces plateformes vers des plateformes beaucoup plus complètes. Alors on parle aussi de digital workplace, hein, c'est le terme un petit peu à la mode, pour bien décrire quand même cette réalité qu'il s'agit plus simplement de se connecter pour se connecter et discuter, mais de se connecter pour travailler ensemble d'une nouvelle façon, une façon plus collaborative, avec des liaisons raccourcies, en abolissant les distances, un peu le temps, et voilà, en amenant finalement des modes de fonctionnement, de communication, de travail qui sont plus agiles. Et c'est cette histoire en fait des réseaux sociaux, je trouve, depuis 10 ans, qui est intéressante pour venir en fait dans je dirais sur des terrains qui n'étaient pas nécessairement ceux pour lesquels ils sont nés, et en particulier dans le grand public. Mais Et, quand on a commencé à discuter tout à l'heure, avant cette interview, tu as rappelé à juste titre que tu es un enfant du Cloutren Manifesto, hein, les marchés sont des conversations. Quand on a essayé de transposer ça dans l'entreprise, et j'étais comme toi en première ligne à l'époque, on sentait bien, oui, mais les conversations en entreprise, c'est sympa, mais derrière la conversation, qu'est-ce que ça délivre? Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment, non, et si et comment, on a réussi à aller enfin au-delà de la conversation pour que la conversation aille alimenter le business quelque part? oui. En fait, là, ce qui est intéressant dans ce mouvement des réseaux sociaux, c'est qu'il accompagne également une transformation, je dirais, des façons de travailler, évidemment, dans l'entreprise, de plus en plus connectées, dans une entreprise plus distribuée, et avec aussi cette réalité de ramener, en fait, la connaissance, l'information, le savoir, sur des espaces de travail qui n'appartiennent plus aux personnes. Enfin, le travail n'appartient plus à la personne, il appartient à l'organisation, et la personne vient contribuer sur ces informations, sur ces projets. Et ça, c'est un move qui est vraiment, enfin, un mouvement qui est intéressant. Et Holacracy va d'ailleurs, enfin, Hola Spirit également dans cette direction, de dire il y a l'entreprise d'un côté, il y a les personnes de l'autre, et les personnes viennent remplir des fonctions et viennent finalement partager un certain nombre de contenus, de projets, d'informations avec les uns et les autres, mais ce n'est pas leur propriété. Et en fait, les réseaux sociaux qui ont permis en fait ces connexions et ces nouvelles façons de travailler aujourd'hui deviennent des supports à plus que simplement des forums ou des communautés, des équipes projets qui vont venir pouvoir échanger, travailler, communiquer en temps réel au quotidien, travailler sur le document. Et c'est je dirais, c'est cette réalité-là que Talkspirit aujourd'hui accompagne avec une plateforme vraiment complète, intégrée, et toutes les briques qui constituent finalement le travail, le travail au quotidien. Et puis j'ajouterais une chose parce que je vois passer aussi énormément de débats sur LinkedIn aujourd'hui. Il y a une réflexion qui se fait jour sur la souveraineté numérique française, etc. Talkspirit est aujourd'hui un des derniers acteurs de ce marché français. Donc produit en France, mais également pour tous ceux que ça peut intéresser, hébergé en France avec tout ce qu'il faut en termes de compliance GDPR, etc. Ce qui prouve qu'on est encore capable de faire des choses et qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie, à côté des mastodontes qu'on connaît tous, que nous avons sur les créneaux du collaboratif et de la gouvernance des organisations, des acteurs français qui font le boulot. Oui, enfin, on sait tous que c'est de toute façon c'est un marathon et c'est vraiment dans la distance que l'on va pouvoir construire des acteurs de taille significative et pouvoir construire des alternatives crédibles à ce que sont ces grands acteurs américains. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il y a effectivement de très belles offres aujourd'hui en France et en Europe, et pourvu qu'on s'y intéresse un peu ou qu'on fasse l'effort de chercher, aujourd'hui on a des plateformes qui sont tout à fait matures, complètes et qui viennent remplir correctement les fonctions de ce qu'est ces nouvelles formes de travail. Nous, on est particulièrement heureux d'être aujourd'hui associé ou partenaire d'OVH Cloud, qui est aussi l'une des figures, des têtes de pont en fait, de ce mouvement sur la souveraineté européenne. Tu as entendu parler du projet Gaia, où OVH Cloud est des membres fondateurs de cet accord franco-allemand sur la mise en place de services cloud, avec cette idée d'une plus grande souveraineté. Et étant en fait partenaire dans l'app market d'OVH Cloud, on est quelque part indirectement associé à cette démarche-là.
Et c'est effectivement ce qu'est notre ambition chez Talkspirit, c'est dans la durée pouvoir être une plateforme de travail complète et alternative à ce que sont les autres offres américaines principalement. Ok, et ben Philippe, je te remercie pour ton temps. Bonne chance à Talkspirit et à Hola Spirit. Merci pour tout et puis j'espère à une prochaine fois dans la vraie vie devant un vrai café. Ça marche, merci beaucoup Bertrand, et puis bah, ravi d'avoir pu partager ces quelques réflexions autour de ces nouveaux modes de travail.